Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, nous allons parler d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines, je suis un peu en retard et je m'en excuse, mais en tout cas, on va en parler et c'est très important. Le titre est très simple, au pluriel, cinéma politique, ensuite, singulier, lecture esthétique. Et en sous-titre, très important, 5 thèses sur l'engagement des films. Donc, quand on connaît un peu ma chaîne et comment je vois un peu la vie, ça me parle frontalement. C'est édité chez UGA Éditions. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir se procurer ce livre. Et puis surtout, le plus important, l'auteur est Raphaël Jodon et il est là pour nous en parler. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et bah de Question même. très simple d'abord, comment allez-vous? Moi, j'aime bien demander à mes invités comment ils vont. Écoutez, ça va super bien. On enregistre en plus après le second tour des législatives en France, donc ça va mieux qu'il y a la semaine dernière, je vous le cache pas. Donc c'est très bien. Oui, on est bien. Enfin, on pourrait continuer à en parler. On va Non, dire c'est que pas le sujet c'est du bien jour, pour mais l'instant. bon, Voilà, pour l'instant, on va c'est dire très que- bien. On est content. En plus, j'ai fait 2 émissions contre le Rassemblement national, donc je suis très content. Après, maintenant, Voilà. on va voir. On a évité le pire, c'est très bien. On peut se C'est très consacrer bien. maintenant à des choses plus futiles comme le cinéma, par exemple. Peut-être qu'ils, s'il y avait eu un peu plus de cinéma chez eux, il n'y Ah. aurait pas eu de problème là. Je le dis, même si c'est banal et basique, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je le dis. Bon. Écoutez, c'est très bien. Première question. Vous avez dû souvent l'entendre cette question-là, mais c'est très bien en même temps. Vous savez qu'il y a un super cliché qui parcourt le cinéma. On a que certains disent, mais tout est politique dans le cinéma. Et Ah puis là oui. non, le cinéma politique, quand il y a du cinéma, c'est plus intéressant. Quand il y a trop de politique, c'est moins intéressant. Est-ce que tout ça, j'ai un peu la réponse parce que vous le dites dans le bouquin, mais est-ce que tout ça fait partie peut-être de l'intention de ce livre-là? Oui, évidemment, ça fait partie de l'intention et ça fait partie en fait, ça fait partie des problèmes avec lesquels on est obligé de composer quand on travaille sur le cinéma politique. Déjà, c'est un sujet, finalement, sur lequel n'importe qui a un peu entendu des choses, a un avis, a vu des films. Donc, finalement, quand on dit, voilà, moi, je travaille dans ma thèse, parce que c'était une thèse à la base, je travaille dans ma thèse sur le cinéma politique, tout le monde dit, ah bah oui, et tiens, tel film, et qu'est-ce que tu penses de ceci ou cela? Et puis tout est politique, et ça revient tout le temps, évidemment. Et donc, l'un des objectifs, c'était d'arriver à montrer que, oui, il y a un vrai problème avec ça. À la fois, oui, tout est politique si on veut, c'est-à-dire que n'importe quel phénomène, n'importe quel fait social, en fait, a des conséquences politiques sur ce qu'on voit, ce qu'on montre, ce qu'on donne à entendre. Et en même temps, il y a un cinéma qui tire à peu près naturellement la qualification de politique. Voilà, quand on dit film politique, on sait à peu près à quoi s'attendre. Et c'est pas un film romantique, et c'est pas un film comique. Bon, voilà, il y a quand même à la fois une évidence que le cinéma tout entier est politique, et une évidence que en fait seulement une partie du cinéma est politique. Et quand on est chercheur comme moi, ça nous intéresse ces choses-là. Quand il y a deux évidences qui sont absolument toutes vraies, mais qui sont absolument contraires. Oui, d'ailleurs, quand vous dites ça, ça me rappelle la phrase que vous avez utilisée de Serge Danet. Il n'y a d'image que lorsqu'il y a assez d'autres pour qu'un quiproquo soit encore possible. On pourrait dire, il n'y a d'évidence que lorsqu'il y en a assez d'autres, etc. C'est une très belle phrase d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup. J'avais très envie de la mettre en exergue à un endroit parce que effectivement, je trouve que c'est très important, surtout quand on travaille comme moi sur la politique, de dire que finalement l'image, elle est toujours incertaine, elle a toujours un quiproquo. On peut pas dire avec certitude, ça c'est une image qui est fondamentalement de gauche, fondamentalement de droite, fondamentalement progressiste ou réactionnaire. Il y a plein d'indices, évidemment, qui tirent d'un côté ou de l'autre, mais il y a toujours un quiproquo. Je trouve que Danet a assez raison là-dessus. Il y a toujours une part d'incertitude qui reste et qui nous force à faire de l'analyse, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, pardonnez-moi cette digression, mais je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Mais ça, c'est à cause de votre livre. Donc, aucun problème. C'est de votre faute, on va dire ça comme ça. Et donc, quand il y a digression, il y a dialogue. Par exemple, récemment, prenons un exemple vraiment très récent, il y a moins, je crois, 1 an ou 2, Bac Nord. Bac Nord, c'est très intéressant, Bac Nord, parce que quand on entend les dires de l'auteur, qui se justifie en disant « mais je suis de gauche, s'il vous plaît, croyez-moi ». Et puis le film, sur certaines choses, déjà, ça, c'est peut-être un problème, ça. C'est peut-être un cliché de dire ce que je vais dire. Que le film, sur certains aspects, est peut-être pas forcément de gauche. Quand vous entendez tout ça,
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre position, en tant que chercheur ayant travaillé Mmh. sur cette thèse et ensuite sur ce livre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un cas qui m'a beaucoup fasciné à l'époque, je dois avouer. J'en parle souvent à mes étudiants parce que je travaille un peu avec eux sur le cinéma politique. J'en avais parlé, on avait fait une émission aussi dédiée à la question de l'extrême droite au cinéma et on avait nécessairement parlé de ça parce que Bac Nord avait été sélectionné vraiment par des partis d'extrême droite pour être leur vitrine, quoi, pour dire voilà, regardez ce qui se passe dans les quartiers, ce film dit la vérité, ce qui était complètement malhonnête et en plus qui s'est fait contre l'auteur. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce genre de cas, c'est que vraiment, il y a un problème de réception qui montre que finalement, entre les intentions d'un auteur et la compréhension du public, il y a eu une fracture. Et c'est un cas qui est très évident de fracture, mais en fait, des cas de fracture, il y en a plein. Et il y en a tout le temps. Et tous les films, en quelque sorte, montrent comme ça, un écart entre ce qui a été pensé et ce qui a été compris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. Moi, je tiens à rappeler à chaque fois, et je le dis souvent aux étudiants, que quand on fait un film, on n'est pas maître du discours qui est passé par le film. Et encore, discours est peut-être un mauvais mot ici. On n'est pas maître du sens qui est provoqué. Les auteurs ne sont pas les possesseurs du sens de leur film. Et à chaque fois qu'un auteur vient vous dire non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, il ne faut pas l'écouter. Parce qu'il y a toutes les chances qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il a voulu faire, ou en tout cas que le public ait saisi quelque chose que lui n'avait pas saisi. Dans le cas de Bac Nord, c'est vrai que quand on regarde la forme, cette espèce de... moi, je trouve qu'un argument intéressant, c'est de dire il se pense comme un western, quoi, comme un film d'action dans lequel il y a très clairement un camp des méchants, un camp menaçant, en tout cas. Tout dans la cité est menaçant, tout dans les quartiers nord est menaçant, jusqu'aux femmes, jusqu'aux enfants, jusqu'aux vieillards. Voilà. Dire ça, c'est déjà avoir une certaine vision sociale très marquée par les discours sur l'insécurité, par les discours de droite, voire d'extrême droite. Donc, même si le film ne se veut pas du tout idéologique, même s'il se veut relativement neutre, c'est en tout cas ce qu'il prétend, finalement, le public a vu quelque chose que l'auteur lui-même n'avait pas compris qu'il avait fait. Et c'est ça qui est intéressant. Après, voilà, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut donner raison entièrement à l'un ou entièrement à l'autre. C'est en fait un espèce de dialogue continu et de problèmes d'interprétation, justement. Arriver à saisir pourquoi est-ce qu'une réception en particulier a pu se faire, pourquoi est-ce que un public a pu voir certaines choses et essayer de trouver des éléments dans le film qui le justifient. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Quand vous parlez de fracture, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? Excusez-moi, parce que c'est moi qui n'ai pas vraiment très bien saisi, c'est pas vous dont vos propos ne sont pas clairs, pas du tout. Et puis surtout, est-ce qu'on pourrait dater ça, mais est-ce que vous avez une idée un petit peu de quand on pourrait vraiment commencer à définir cette fracture? Est-ce que ça fait un certain temps, depuis 10 ans, depuis 15 ans, avec l'avènement de quelque chose? Comment vous pourriez expliquer cela? Peut-être que les fractures, moi je pense qu'elles ont toujours existé. On peut dire fracture quand c'est vraiment un cas très évident comme ça, où il y a une grande disproportion entre ce que l'auteur a voulu faire et ce que le public a compris. Mais finalement, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, peut-être juste qu'on les voit plus aujourd'hui parce que comme les possibilités de s'exprimer sur Internet, sur les réseaux sociaux sont un peu plus accessibles, on a plus accès peut-être d'une certaine mesure aux réactions du public. Alors qu'avant, il fallait un public qui allait envoyer un courrier à la revue dont il est le lecteur ou la lectrice, etc. Bon, ça a été fait, bien sûr, mais c'était moins courant. Après, voilà, moi, comme il y a un cas dans le livre que j'aime beaucoup parce que justement, il rappelle que ces écarts-là, ils ont toujours existé. C'est le cas de Eisenstein en 1925 quand il fait la grève. Donc, voilà, on est il y a un siècle. Et Eisenstein donc fait la grève qui se termine par le massacre des grévistes par l'armée du tsar. Et à ce moment-là, il invente cette forme même magnifique qui est le montage parallèle, où il met en relation donc les ouvriers qui sont en train de se faire tirer dessus à des plans dans un abattoir avec des animaux qui sont tués, égorgés. Voilà, c'est un exemple qu'on cite très souvent en histoire du cinéma. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce que voilà, c'est une forme qui impose l'idée d'une métaphore. Voilà, ils sont tués comme des animaux, donc avec une forme de déshumanisation par le pouvoir. Et ben, en faisant ça, il crée un truc qui est aujourd'hui considéré comme une forme géniale et brillante de l'histoire du cinéma. Et en même temps, il le dit lui-même un an après, dans ses textes, dans ses écrits, le public n'a pas compris. Le public, et en particulier, lui, il s'adressait au public ouvrier, au public paysan de l'URSS, qui est encore à l'époque très illettré.
Et il dit, bah voilà, les gens, ils ont, eux, égorgé du bétail, c'est leur quotidien. Donc, bah, ils ont évidemment pas compris le sens politique très dénonciateur du film. Et ça, c'est un vrai cas où c'est intéressant. Et lui, d'ailleurs, il le dit pas il dit pas le public est débile. Il dit, ils m'ont révélé quelque chose que je n'avais pas vu moi. Et c'est ça voilà, c'est ça qu'il faut faire quand on est devant ce genre de cas. Il faut dire, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, un des outils que je mobilise dans le livre pour étudier ces cas, justement, pour étudier ces incompréhensions, c'est la question des modes de lecture. Alors, c'est un chercheur qui travaillait pas mal dans l'idée de la sémiotique et de la sémiologie, qui est une discipline un peu passée de mode aujourd'hui, mais donc, voilà, qui, je trouve, a quand même quelques intérêts. Un chercheur qui s'appelait Roger Audin, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait proposé cette idée en disant, bah voilà, chaque personne impose un certain mode de lecture des films, a une certaine grille d'analyse, avec des attentes, avec des choses qu'il va sélectionner dans le film pour être interprétées et d'autres qu'il va laisser de côté. Et entre deux spectateurs ou spectatrices, il y a toujours des modes de lecture très différents. Et c'est ça qui crée l'incompréhension. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre l'auteur et le public, là aussi, il y a des modes de lecture différents. Par exemple, on peut dire que Eisenstein avait conçu sa séquence sur l'idée d'un mode argumentatif. Il voulait qu'on comprenne qu'il y avait un discours politique derrière, et que le public a conçu la séquence finalement plutôt sur un mode documentaire, avec l'idée que quand on voit des abattoirs, ça nous parle de ce qui existe vraiment dans leur quotidien. Voilà. Et donc voilà, c'est pour moi des outils qui permettent comme ça d'étudier les conflits d'interprétation, d'étudier les mésententes, sans justement tomber dans le bah oui, chacun son avis, tout ça. Parce que ce truc relativiste là, il est très risqué, il est très dangereux et en même temps, il est très. Parce qu'il pourrait mener à dire que finalement. Rien n'a de sens, chacun comprend ce qu'il veut, la vérité est partout et nulle part, et puis finalement on fait plus de sens, on fait plus de science à partir de là. Donc moi j'ai très peur de ça, et comme tous les chercheurs je pense, hein, voilà. Et donc l'idée c'est de dire, bah voilà, il y a incompréhension certes, mais pourquoi il y a incompréhension? Qu'est-ce que c'est les valeurs derrière telle ou telle interprétation d'un film, et pourquoi est-ce que ces valeurs sont incompatibles? Pas forcément parce que les gens ont des avis différents, mais parce qu'ils ne projettent pas la même chose sur le cinéma. Dans les années 70, il y avait comme ça un certain cinéma souvent réalisé par des cinéastes de gauche. Je sais quelque chose de très factuel ce que je dis, j'invente rien. Et puis parce que ça avait été aussi utilisé, ces termes-là. Et c'était des Francesco Rosi, par exemple, Costa Gavras, Yves Boisset. Et très souvent, ces mêmes films étaient férocement critiqués aussi par des critiques de gauche. Je pense au Cahiers du cinéma, par exemple. En tout cas, à l'époque, ils étaient vraiment très à gauche. Enfin, ils le sont toujours, mais ils étaient à un moment même, ils étaient très, carrément très, très, marxistes, très orthodoxes. Voilà, exactement. Et il y avait comme ça cette phrase qui est devenue une espèce de leitmotiv, mais qui s'est banalisée. On disait c'est un cinéma politique, mais il n'y a pas assez de cinéma. Et je trouve que c'est une phrase qui pourrait être intéressante pour rentrer dans le livre, pour le coup, pour essayer maintenant Ouais, c'est vrai. on est là aussi pour parler du livre et c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Et est-ce que vraiment elle avait un sens? Et aujourd'hui, surtout, est-ce qu'elle a toujours, si tant est, s'il y a un sens, est-ce qu'elle a encore ce sens-là? Ouais, c'est vrai que c'est une phrase intéressante et c'est vrai que ça résonne, vous avez raison de le dire, avec cette idée. Je crois qu'à l'époque, on disait même fiction de gauche, justement, pour dire, oui, c'est vrai. ces films qui épousent un petit peu les codes du cinéma grand public. C'est des thrillers, c'est des films policiers, des choses comme ça, mais avec un angle très explicitement politiquement engagé. Voilà, c'est vrai que c'est une époque intéressante et je pense que mon livre tourne pas mal autour de ça parce que justement, le moment de 68 en France et plus généralement dans le monde, c'est le moment où on a vraiment donné ses lettres de noblesse à cette réflexion sur le cinéma politique. C'est le moment où il commence à y avoir des discours dans tous les sens qui vont souvent justement parvenir à légitimer le cinéma dans sa quête d'engagement, justement. Mais c'est aussi là où on voit arriver des désaccords et où on voit justement plusieurs manières de penser le cinéma politique qui vont s'opposer très franchement. Et ce genre de cas, comme la fiction à la Costa Gavras ou Boisset, c'est des cas qui justement mettent le doigt sur l'incompréhension, enfin mettent le doigt sur les conflits de définition, les conflits théoriques entre d'un côté des gens qui vont penser le contenu des films,
Alors nous, on n'aime pas beaucoup ce terme, évidemment, le message éventuellement, mais c'est jamais aussi clair qu'un message, mais en tout cas, le contenu politique, ce que montre le film, ce que dénonce le film. Et puis d'autres qui vont dire, bah, finalement, la politique, elle est peut-être ailleurs. Et à ce moment-là, elle peut être à plusieurs endroits. Vous avez tous les groupes militants nés après 68 qui redécouvrent un petit peu les expériences du Front populaire de 36, des choses comme ça, des trucs à la Renoir, La vie est à nous, machin, qui redécouvrent l'idée de création collective, qui redécouvrent l'idée que faire de la politique, c'est d'abord créer les conditions matérielles d'une lutte politique dans la production, donc dans le tournage, tourner sans hiérarchie, tourner sans auteur ou avec un auteur collectif, tourner sans argent, éventuellement aussi, parce pour se libérer de la puissance financière. Donc voilà, il y a des gens qui vont faire des films qui, a priori, n'ont pas forcément une tonalité très révolutionnaire, mais qui sont produits d'une telle manière qu'ils sont en eux-mêmes des expériences de collectivisation et voilà, des expériences politiques en elles-mêmes. Vous avez aussi à ce moment-là tous les cinéastes nés on va dire de la tendance expérimentale qui vont ensuite aller vers l'underground, vers le cinéma dit structurel. Donc des choses, des expérimentations très formelles qui vont dire ça sert à rien de dire des choses politiques, les gens ils entendent bien assez de choses à la télé. Par contre, ce qui est politique dans un film, c'est le choc des formes, c'est le choc des sons, des couleurs, des choses comme ça. Et vous avez toute une tradition qui va aussi aller là-dedans. Et là, on voit que vraiment, dire cinéma politique, ça n'a plus de sens parce que tout le monde est d'accord qu'il faut faire du cinéma politique, mais personne n'a la même définition et personne n'a en fait les mêmes attentes envers le cinéma. Donc finalement, quand on dit il n'y a pas assez de cinéma, mais c'est une manière de... Enfin, dans la phrase que vous citiez tout à l'heure, c'est en fait une vision du cinéma politique qui s'exerce, celle qui nous dit, finalement, le contenu n'est pas la seule option, n'est pas la seule manière qu'on a de faire du cinéma engagé. Sinon, ce serait triste, sinon, ce serait pas très enthousiasmant. Et en un sens, c'est une phrase qui a à la fois raison et tort, parce que les deux se valent, c'est juste que c'est pas la même tendance, quoi. C'est deux choses qui existent et qui définissent le paysage, justement, de cette chose que moi, j'ai un peu renoncé à mettre au singulier, justement, cinéma politique. Il n'y en a pas qu'un. Enfin, pour moi, c'est une erreur théorique de dire cinéma politique au singulier. Vous disiez tout à l'heure, c'est important qu'il y ait le pluriel. Je pense que c'est important. C'est important pour montrer que les valeurs s'opposent ici. D'ailleurs, c'est tellement important que la 5e thèse, c'est comme dans les vidéos Combini, vous n'en reviendrez pas. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Mais je plaisante, bien évidemment. Non, mais bien sûr. Parlons de la structure du livre, là, pour le coup. Ça m'intéresserait de savoir comment vous... Alors, je sais que ça vient d'une thèse, effectivement, mais après cette thèse, il faut la transformer en un projet littéraire. Donc, comment vous avez pensé cette structure, même au niveau de la thèse, peu importe. Moi, je suis très curieux de savoir comment... Oui, c'est vrai que c'est une thèse qui a été soutenue il y a un moment, soutenue en 2017, qui était assez différente dans la mesure où la thèse, c'est toujours un exercice universitaire. On est jugé sur un certain nombre de critères très précis qui vont pas forcément derrière ensuite intéresser le grand public non plus. Donc au moment de réécrire ce livre, en quelque sorte, j'ai réécrit la thèse en faisant deux choses, en simplifiant beaucoup la structure, en gardant ces 5 grandes parties plutôt qu'un plan complexe que j'avais au départ, et puis en élargissant beaucoup le corpus aussi, parce que finalement, comme dans tout exercice universitaire, on est jugé aussi sur sa capacité à comprendre bien un certain corpus de films. Pour moi, c'était un corpus qui était lié aux années 60 jusqu'à 68, justement. Et du coup, là, dans la version publiée, j'ai décidé d'élargir beaucoup, de rendre aussi, de proposer plutôt qu'une étude concrète d'un film ou d'un cinéaste ou d'un courant, finalement, proposer des outils pour penser. Et ensuite, les gens en feront ce qu'ils veulent, quoi. Ils l'appliqueront à un corpus ou à un autre, à ce qui les intéresse, que ce soit contemporain, historique. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai parsemé le livre de petites analyses, qui sont assez courtes en général, il y a 2-3 pages, comme ça, qui viennent un petit peu en contrepoint de l'argumentation principale, et qui sont juste des petites portes d'entrée qu'on peut ensuite pousser pour décider si on a envie de continuer avec ces cinéastes-là ou pas, et si on a envie d'aller plus loin, finalement, c'est pas ici qu'on va trouver ça, c'est dans d'autres livres et dans d'autres réflexions. Et ensuite, pour cette structure dont vous parliez, j'ai effectivement décidé de l'organiser avec 5 grandes parties qui sont un petit peu, en fait, qui reprennent, moi, la manière dont j'ai pensé le sujet. C'est-à-dire partir
du constat justement de cette diversité des cinémas politiques et finalement la difficulté qu'on peut avoir à faire une typologie claire, c'est-à-dire à établir vraiment qu'est-ce qui est politique dans un film. À partir de là, donc, montrer le panorama de toutes les lectures qui ont été faites dans l'histoire et donc de toutes les théories qui ont été faites. Ça, c'est la première grande partie. Après, la deuxième, c'est plutôt une tentative pour finalement ajouter un autre mode de lecture et ajouter on va dire une nouvelle hypothèse qui existait déjà. Je ne l'ai pas inventé. Quand je dis lecture esthétique, c'est pas moi qui l'invente, c'est plutôt une manière de, on va dire, rassembler un ensemble de travaux qui ont été faits par d'autres et qui, pour moi, dessinent un dépassement. Donc là, voilà, la deuxième partie, elle est plus théorique là-dessus, un peu philosophique aussi, parce que je mobilise un certain nombre de philosophes. Et puis ensuite, dans les parties 3 et 4, voire aussi 5, il s'agit de finalement montrer comment cette hypothèse-là, qui à mon sens est un petit peu sous-évaluée dans l'histoire de la pensée du cinéma, comment cette hypothèse, finalement, elle peut nous aider à analyser différemment. C'est ça la question que je me suis posée, moi, beaucoup pendant ce travail. Comment est-ce que ça peut nous faire voir différemment le cinéma politique et donc l'analyser différemment et arriver à produire des discours plus justes et plus complexes sur cette question-là. Dans la 4e thèse, le titre est très simple. Le film est une action. Et je pense qu'on en a un petit peu parlé au début de l'émission par rapport aux spectateurs. Mais est-ce que vous pourriez préciser un peu plus que signifie quand vous dites le film est une action? Parce que aujourd'hui, ça peut prêter à la confusion. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est très intéressant. Cette 4e thèse est passionnante en tout cas. Je suis content de vous entendre dire, ça me fait très plaisir. En fait, l'idée, moi, un des fondements de mon travail, c'était de dire, finalement, quand on aime le cinéma et quand on aime la forme, quand on aime le style, etc., il ne faut pas opposer le style et le contenu. C'est-à-dire que cette idée qu'il y aurait d'un côté un cinéma qui porte des messages et de l'autre un cinéma qui fait du style, pour moi, elle est assez délétère parce qu'en fait, elle réduit un petit peu la variété de ce qu'on peut trouver au cinéma. Et donc, l'idée était de dire, finalement, dans le style, il y a déjà une politique. Dans le style, il y a déjà une idéologie, il y a déjà un ensemble de choses, il y a déjà une vision du monde. Et donc, à partir du moment où on a comme ça, où chaque film implicitement, vraiment dans sa forme, sans le dire forcément, possède une certaine vision du monde, de la politique, de la société, eh bien, ça permet de résoudre un problème qu'on a souvent quand on parle de cinéma engagé, c'est finalement à quoi ça sert. Parce que on a comme ça des nombreux discours qui vont vous dire, plutôt que de faire un film, est-ce que tu veux pas aller militer? Est-ce que tu veux pas aller prendre les armes, prendre le maquis, lutter concrètement contre le fascisme, etc. Bon, voilà, c'est des discours qu'on entend tout le temps et que les artistes se posent beaucoup d'ailleurs. Quelle est mon utilité, moi, en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, en tant qu'acteur ou actrice? Et je trouve que cette question de l'utilité, en fait, finalement, elle est assez dommageable parce qu'elle a tendance à nous faire aller vers cette espèce de déploration comme quoi l'art est inutile, l'art n'est que du divertissement qu'on va rajouter comme ça, saupoudrer au-dessus de notre existence sociale. Et donc, finalement, plutôt que de se cantonner comme ça dans cette inutilité, dire, voilà, en proposant un monde, en proposant un film, on propose forcément un ensemble d'images qui font monde, qui proposent un monde possible. Et à partir de là, il ne s'agit plus d'opposer l'action et le divertissement, il s'agit de dire c'est déjà une action, parce que quand on voit différemment, on agit différemment. Et d'ailleurs, je me fonde là-dessus sur des travaux d'histoire du cinéma, évidemment, mais aussi sur des travaux scientifiques et d'histoire des sciences qui montrent comment, finalement, chaque nouvelle théorie en sciences, quand on produit une théorie en sciences, le monde ne change pas, juste on l'explique différemment. Et en expliquant différemment, les travaux qui sont menés ensuite, finalement, sont différents. C'est-à-dire quand on voit et quand on perçoit différemment, quand on conçoit différemment la réalité, on ne peut plus agir de la même façon. Et donc je pense que c'est pareil au cinéma. Quand on a vu des films, il y a certains films qui nous obligent à agir différemment, qui, en tout cas, modifient notre manière d'être parce qu'ils ont modifié notre manière de voir. Est-ce que la fameuse phrase « tout film, quel que soit le genre, quelle que soit son histoire, dit quelque chose de la société », est-ce que pour vous, c'est une phrase un peu banale ou elle a vraiment un sens?
Ben, les deux, en fait. Les deux, oui. Elle est banale parce qu'on l'entend beaucoup, mais en fait, elle a du sens. Mais elle a un sens assez profond. C'est pas juste. D'habitude, on dit souvent ça euh, pour dire finalement, le cinéaste ou la cinéaste a forcément des intentions, a forcément une idéologie Mm. sous-jacente. Et souvent, on replie un petit peu Pour ne ça pas dire sur message. Parce Ouais, qu'on ouais, essaie voilà. d'éviter le mot message, on dit intention, c'est vrai. Mais les intentions, finalement, c'est tout autant un piège, hein, en fait, hein. Quand on Oui. commence à expliquer les films par les intentions de leur auteur ou autrice, C'est des on est tics de journaliste et de encore critique en de train de... cinéma, Voilà, et je sais de quoi je parle. Donc oui, bien je sûr. vois très bien. Mhm. Mais oui, voilà. Donc, pour moi, c'est évidemment vrai, mais c'est vrai dans un sens, dans un sens un peu particulier, quoi, qui est que c'est pas juste que la personne a eu des intentions, c'est aussi que quand on voit certaines choses, on va ensuite agir différemment. Et donc, euh, Et donc finalement, la question n'est plus tant de savoir est-ce que le film est politique ou non, parce que ça, finalement, c'est un débat assez secondaire qui intéressera peut-être des critiques, des cinéphiles, mais qui intéresse pas forcément tout le monde. Par contre, c'est comment est-ce que moi, je suis différent après l'avoir vu. Voilà. C'est moi une question qui m'intéresse beaucoup plus et et justement qui permet de, de mettre un petit peu de côté la question des intentions, la question des auteurs, qui souvent nous paralyse un petit peu dans l'analyse, quoi. Eh bien, attendez, parce que dans la deuxième thèse, voilà, c'est ça, si je ne me trompe pas, toute politique a son esthétique. Vous dites à un moment, en gros, au tout début, vous dites qu'il serait intéressant d'envisager les événements politiques comme des faits esthétiques. Hmm. Et ça, voilà, donc on peut faire peut-être une espèce de connexion. Ça serait intéressant. J'aimerais vraiment que vous en parliez de ça parce que je trouve que c'est fascinant, le fait que, parce on a tendance, enfin, on n'y pense pas souvent à ça. Oui, c'est vrai. Et moi, c'est un truc qui a été assez fondamental dans la construction de mon travail, que ce soit en thèse ou après aussi, de ma manière de voir le cinéma. C'est-à-dire, euh, je pense qu'on a tendance à voir d'un côté les faits politiques ou historiques et ensuite leur représentation. On va dire, bah voilà, comment est-ce que tel film représente telle chose, avec un peu cette idée qu'il y aurait une fiction qui va se greffer sur une réalité ou du style qui va se greffer sur des faits. Et ce qui m'intéresse, moi, plutôt, c'est d'arriver à observer comment, finalement, les faits politiques, ils sont toujours déjà euh, esthétisés d'une certaine manière. Ils ressemblent en fait à des œuvres d'art de plusieurs manières différentes. Alors ça peut être des faits à la tête de l'État, hein. On voit bien comment beaucoup d'hommes politiques se pensent comme des acteurs, pensent leur jeu, leur interprétation, leur manière d'être. Voilà, même Hum. le corps d'un homme ou d'une femme politique, il est déjà un objet de spectacle. On peut voir ça aussi éventuellement dans toutes les couches, c'est-à-dire dans une action, dans une mobilisation sociale, il y a une esthétique et tout le monde qui a déjà été en manif sait que ce qui compte dans une manif, c'est pas les slogans, c'est le fait de groupe, c'est le fait de se sentir ensemble, de chanter en chœur, de C'est le reprendre des mouvement. slogans, des choses comme C'est ça. le Voilà. mouvement, c'est la Le, démarche, ouais. ouais, Hum. le mouvement, le son, la puissance des voix, des corps, voilà. Bon, tout ça est déjà esthétique, en fait. Tout ça est déjà un spectacle. Et donc, je m'appuie dans le livre sur toute une tradition philosophique sur laquelle je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça, parce que Je vous en prie. voilà, Si, si, n'hésitez non, mais pas. Je vous en prie, il n'y a pas enfin, de problème. disons, c'est des questions un peu de spécialistes, mais voilà, alors ça peut être des noms, alors notamment un qui a été important pour moi, c'est Jacques Rancière, voilà, qu'on a notamment connu pour ses textes sur le cinéma, mais qui finalement, moi, là où il m'intéresse le plus, c'est dans ses textes de pure philosophie, où il Mhm. nous dit, où il essaye de défendre cette idée-là que, en fait, faire de la politique, c'est créer une scène esthétique, créer un spectacle qui, bah voilà, déplace un petit peu la manière dont on pense d'habitude et qui fait événement, mais qui fait événement sur l'axe du spectacle, du sensible. Et bon, on peut aller assez loin. Moi, je m'appuie sur Arendt, notamment Hannah Arendt. Je m'appuie aussi pas mal, presque sur les penseurs de la Renaissance, parce que Arendt fait toute une lecture qui, moi, me passionne de Machiavel, notamment. Machiavel, qu'on dit souvent, c'est voilà, c'est le penseur de la duplicité, de la trahison, de la manipulation, mais c'est aussi quelqu'un qui a compris que voilà, la politique, c'est pas des intentions. On s'en fiche de savoir ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron ou de Louis XVI. Ce qui compte, c'est le Je vous spectacle qu'il avouerai, donne. alors je vous avouerai, j'ai très envie de Voilà. savoir ce qu'il y a dans la tête de Macron, là, pour le coup. Oui. Je suis Alors, c'est vrai désolé. qu'à l'heure où on enregistre, c'est vrai que c'est une grande question, Avec c'est la un grand mystère. dissolution, Mais j'ai voilà. très envie de savoir ce qui se passe. Ouais, Pardonnez-moi, je vous en prie. non, non, c'est pas une mauvaise remarque.
Enfin voilà, bon, Oui, je disais, voilà, Machiavel Voilà. qui nous dit, bah, en fait, ce qui compte, c'est la manière dont le souverain crée son personnage, joue son personnage, et donc c'est déjà dans le spectacle qu'il donne, et il utilise comme ça un vocabulaire de l'acteur, que se joue sa politique, en fait, que se joue sa vision du monde, et donc la vision du monde à laquelle il nous demande d'adhérer. Et voilà, une des grandes réflexions qu'on peut mener sur l'État et sur la politique, justement, à mon sens, c'est à quel point est-ce qu'on a envie d'adhérer à cette proposition d'acting que nous font les hommes et les femmes politiques. À quel point on adhère non pas seulement à leur discours, mais à la manière dont ils font monde, dont ils font société. Donc voilà, c'est l'idée que moi j'avais, c'était de me fonder là-dessus, de dire bah, finalement, il n'y a pas simplement les faits d'un côté et leur image de l'autre, il y a de l'esthétique un peu partout. Et à partir du moment où on dit bah, la politique c'est déjà un spectacle, c'est déjà presque comme de l'art, on dit finalement qu'il y a un terrain où l'art peut lutter politiquement. Parce que on agit sur la même chose. Ce sont les mêmes phénomènes, en fait, qui sont à la base de ça. Donc, Pardon. Pardon, l'art peut lutter politiquement. C'est ce que vous dites dans la première thèse quand vous cernez les composantes politiques, les plusieurs aspects des composantes politiques dans les films. Oui, c'est ça, mais finalement, l'art ne lutte pas seulement en faisant passer des idées, l'art lutte directement par, finalement, la manière dont il se positionne sur l'esthétique générale de la société. Un exemple peut-être qu'on peut donner, et je pense que c'est un exemple qui traverse beaucoup d'exemples, beaucoup de films que j'ai cités dans le livre, qui est l'exemple du peuple. On peut dire chaque film a une conception implicite du peuple. Chaque film repose, qu'il le sache ou non, qu'il le dise ou non, sur une conception du peuple et sur une vision du peuple. Or, qu'est-ce que c'est qu'un peuple en politique ? Bah, justement, c'est une notion qui est très débattue et sur laquelle on n'a pas forcément une définition unique, parce que chaque philosophe, en fait, va avoir sa définition, et surtout, le peuple n'existe que par les propositions qu'il nous fait, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble ? Qu'est-ce que ça veut dire de se sentir appartenir à la même chose ? Des choses comme ça, qui sont des cas sur lesquels c'est assez compliqué de trancher. Et donc, pour moi, les films, là-dessus, en fait, ils ne sont pas simplement en train de commenter des discours existants. Ils proposent littéralement des manières de penser le peuple. Quand Eisenstein fait ces films, qui sont des films où le peuple a une présence et une énergie incroyable, mais aussi presque un peu monstrueuse, parfois une énergie dévorante, il nous fait une proposition de peuple, de ce que ça veut dire que d'être ensemble dans un même pays, dans un même moment. Quand les nazis font les films de Riefenstahl sur les Jeux Olympiques, c'est des propositions qui n'ont aucun discours politique dedans. Il n'y a pas eu une bribe d'idéologie dans Triomphe de la volonté de Riefenstahl. Pardon, dans Les Dieux du Stade, je confonds les titres. Par contre, dans ce qui est dit. Dans ce qui est dit, dans le contenu explicite des films, il n'y a pas une bribe d'idéologie nazie. Mais la conception du peuple qui est implicite, elle est pétrie de nazisme, d'arianisme, et donc de toute cette idéologie qu'on a du mal parfois à voir dans les discours explicites. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, quand tous les films finalement qui ont à un moment ou à un autre à se confronter à cette question de qu'est-ce que c'est que de faire peuple, eh bien, tranchent d'une manière ou d'une autre, mais ils ne le font pas consciemment. Ils le font dans leur forme, ils le font dans la manière d'agencer les corps, dans la manière d'agencer les voix aussi. On parlait de Bac Nord tout à l'heure. Un truc très frappant dans Bac Nord, c'est la manière dont ils ne pensent pas la capacité du peuple à avoir une voix. C'est que des cris, c'est que des borborigmes, c'est que voilà. Mais il n'y a jamais de voix, il y a jamais voilà. Bon, tout ça, c'est des conceptions très implicites, très esthétiques justement, qui en fait sont directement politiques. C'est pas juste, c'est pas des idéologies complètes, bien formées, bien expliquées, mais ça a pour moi tout autant de sens qu'un film qui le dirait clairement. Refuser de les voir est aussi un geste politique. Ouais, mais il refuser le fait de les entendre. Il le fait inconsciemment, certainement. C'est ça, ouais. Refuser de penser qu'il y a une voix derrière les cris. Aristote faisait cette distinction dans justement ces textes politiques, la politique, ça s'appelle, très précisément. Il disait, il y a la voix articulée qui porte un discours, et puis il y a la voix des animaux qui crient quand ils ont peur, quand ils ont mal, ou quand ils ont besoin de quelque chose. Et ben,
je pense que dans certains films, il y a quelque chose d'aussi binaire et dangereux que ça, parfois, de dire, bah, finalement, il y a les personnages raisonnables qu'on peut entendre parler, discuter, discourir, et de l'autre, il y a il y a ceux dont la voix n'est que animale, quoi. Et je pense que cette animalisation, elle est très dangereuse, mais c'est un processus très implicite, très difficile à cerner, et pour lequel on a besoin de faire de l'analyse, justement. Je pense que pour des films justement dont on perçoit qu'il y a quelque chose d'un peu réactionnaire dans le fond, mais qui n'est pas très explicite dans le discours, on a besoin de l'analyse de film. Et dans le fond, peut-être c'est assez corporatiste ce que je fais, mais une des choses que j'aimerais dire avec ce livre, c'est ça, c'est pour commenter l'état d'une société, bah, finalement, on a aussi besoin de commenter son cinéma. Et donc, on a besoin de nous, en fait, quelque part. Voilà, là, c'est peut-être un peu égoïste, mais... Non, vous prêchez un converti, je suis entièrement d'accord avec vous. On peut même aller encore plus loin dans la littérature, tout ça, mais on est dans le Ouais, bien cinéma, sûr. et restons sur le cinéma. Encore deux questions. Alors, je rappelle quand même, je rappelle toujours et encore et toujours, pardon, cinéma politique au pluriel, lecture esthétique, 5 thèses sur l'engagement des films. C'est édité chez UGA Éditions. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. J'ai encore 2 questions. Alors, je disais hors caméra à mon invité qu'effectivement, et j'en suis vraiment désolé, impossible de parler de tout le livre en 40 minutes. Donc, Vous allez être obligé de l'acheter. Voilà, ça va attiser la curiosité. Mais moi, j'ai 2 questions, dont une qui était absolument pas prévue, mais ça sera la dernière question. La seconde, la première, je pense que vous vous en doutez du contenu, du message, comme dirait l'autre, c'est la 5e thèse. Pourquoi ce cinéma politique, finalement, pourquoi le cinéma politique, pardon, n'existe pas, finalement? Enfin. C'est c'est un petit peu provocateur, évidemment, de conclure là-dessus, de dire on a passé 200 pages à se demander ce que c'était, puis finalement, on va conclure que ça n'existe pas. Moi, c'était une manière de boucler en laissant la question ouverte aussi, en disant que il est toujours un peu dommage de fixer des catégories a priori, de fixer des catégories, voilà. Il y a un argument que je trouve très intéressant dans les penseurs de l'après 68, justement, dont on parlait tout à l'heure. Il y en a une bonne partie qui disait il ne faut pas que le cinéma politique existe, parce que sinon ça va devenir un genre, et il va s'intégrer finalement au système classique de l'industrie, aux côtés des autres genres, et donc en s'intégrant au système, il va perdre sa composante subversive finalement. À partir du moment où on normalise l'existence du cinéma politique, eh ben, on va normaliser aussi un circuit, on va dire, bah voilà, c'est du cinéma qui s'adresse à tel public, souvent déjà convaincu, et puis ensuite il va tourner dans telle salle, dans des cinémas d'arrêt-essai, où on sait que voilà, le cinéma politique est en vogue, mais donc... il y a tout un circuit de normalisation qui va se greffer par-dessus. Donc ça, c'est déjà une des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut dire on n'est pas obligé de fixer le cinéma politique, parce qu'évidemment, il peut être partout, mais il peut être partout à condition qu'on politise le cinéma, justement. Pour moi, il ne s'agit pas de dire le cinéma politique, c'est ceci ou cela, il s'agit de dire on peut tout politiser au cinéma. Selon comment on le fait, selon quelle grille de lecture on adopte, et donc quelles attentes on a envers les films, on peut tout analyser politiquement. Mais il faut avoir un angle clair. Il faut avoir la grille, la porte d'entrée qui nous permette de connecter ce que montre le film à une réalité. À une réalité ou à des idées, à des discours, des choses comme ça. Et l'autre raison pour laquelle je trouve que dire le cinéma politique n'existe pas peut avoir une forme de pertinence, c'est aussi que les frontières de la politique, elles se déplacent. Des choses qui n'étaient pas politiques, qui n'est pas considérées comme politiques auparavant, parfois reviennent sur le devant de la scène d'une manière très éclatante, et on voit que finalement il y a des choses extrêmement politiques qui se jouent là-dessus. On peut prendre l'exemple de la sexualité après 68, justement, qui a commencé à devenir un thème de réflexion très intense, là où elle passait pour justement anti-politique au possible, elle passait pour ce qui se passe dans la sphère privée, ce qui ne concerne que les personnes elles-mêmes, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose autour, voilà, ce qui se joue autour, je sais pas, de la répartition des tâches ménagères, de la question de la représentation des minorités ethniques, des minorités sexuelles, etc. C'est des choses que pendant des siècles et des siècles, on a considéré comme étant en dehors du territoire politique, et qui aujourd'hui, ça ne viendrait à l'idée de personne de dire que ça ne l'est pas. Donc, à partir du moment où les frontières elles-mêmes de ce qui est considéré comme politique bougent, on ne peut pas fixer une fois pour toutes ce dont le cinéma doit parler pour être politique. On ne peut pas fixer un nombre d'objets, de thèmes qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. C'est
c'est réduire en fait, finalement, la complexité de l'histoire aussi. Cinéma politique, lecture esthétique, 5 thèses sur l'engagement des films édités chez UGA Éditions. J'ai une dernière question. Il y a quelques jours de cela, j'ai fait une émission autour du cinéaste Marco Bellocchio avec Olivier Père, euh, qui s'occupe du cinéma chez Arte, directeur en tout cas, et ancien critique de cinéma. Et comme ça, il propose quelques films sur Arte TV, dont un qui s'appelle Marx peut attendre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce film-là. Non, je ne le connais pas celui-là. D'accord. Ce film, c'est un documentaire qui date d'il y a quelques années. Bellocchio, au cours d'une réunion familiale avec ses frères et sœurs, ils reviennent sur un de leurs frères qui était le jumeau, pardon, de Bellocchio, et qui s'est suicidé à la fin des années 60. Qui était extrêmement déprimé, très dépressif, qui a eu une vie complètement différente de ses frères et sœurs. Bellocchio vient d'une famille très bourgeoise, très cultivée, et comment dire, et lui, ce frère jumeau décédé, a eu une vie vraiment contraire à tout cela. Je ne dis pas qu'il n'était pas cultivé, mais en tout cas, c'était pas forcément quelque chose qui l'habitait. Et pendant de très longues années, le frère jumeau disait à Bellocchio, à Marco Bellocchio, lui disait toute la détresse qui l'habitait. Et lui répondait il faut mettre ça de côté, nous vivons une période importante, mouvementée, il y a la révolution, c'est la fin des années 60, c'est l'Italie, il se passe des choses. Et puis lui, il venait de faire Les Poings dans les poches et d'autres films. Il y avait comme ça il y avait Bertolucci, il y avait Pasolini, il y avait voilà. Et l'autre lui disait tout le mal qu'il avait. Il a fini par se suicider. Et là où c'est intéressant, et je rebondis par rapport aux 40 minutes que nous avons eues en guise de conversation, c'est que j'ai cette sensation qu'il y en avait un qui... j'ai l'impression que Marco Bellocchio ne voyait pas, pour le coup, l'événement politique devant lui. Et qui était incarné par ce frère qui, effectivement, n'était pas dans la lutte politique sociétale, mais qui était quand même dans une lutte politique. Et ce qui est très intéressant, c'est ensuite comment Bellocchio, comment ça s'est répercuté dans le cinéma de Bellocchio. Et on a tendance à dire qu'après, les films qu'il avait faits sont des films extrêmement romanesques, où il y a aussi une forme de lutte, mais qui n'est parfois pas... Alors, il y a quand même des films où il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Voilà, comme Aldo Moro, des choses comme ça. Oui, on est bien d'accord. Fait, ouais. Mais il y a beaucoup de cela. Et alors, je ne suis absolument pas certain de ce que je dis, mais de les voir tous les deux, et qu'il y en ait un qui n'a pas vu, pour reprendre cet événement politique, ce fait esthétique en face de lui, je trouve ça peut-être intéressant, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, les frontières de ce qu'on appelle politique peuvent bouger. Et je pense que la question du suicide, notamment, est une question sur laquelle on a beaucoup bougé. Et récemment, dans les dernières décennies, on commence à traiter politiquement cette question. Là où le cliché philosophique, encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de dire c'est un acte de liberté, c'est un acte absolument individuel. Voilà. Dont on constate bien aujourd'hui qu'en fait il ne l'est pas tant que ça. Donc la dépression est aussi un phénomène social et donc qui a des causes et des conséquences très politiques. Je pense que c'est vraiment pas faux l'analyse que vous faites, et d'autant plus que finalement Bellocchio aurait été la bonne personne pour le voir. Parce que j'ai pas mal dans ma thèse à l'origine parlé des Poings dans les poches, que je trouve être un film assez important là-dessus justement, donc qui est son premier, je crois. Premier film. Premier long métrage. Et qui, à mon sens, est un exemple type de ce que les années 60 ont pu produire d'extrêmement révolutionnaire sans avoir justement le moindre discours révolutionnaire explicite à l'écran. Les Poings dans les poches, c'est quelque chose qui est une révolution qui se joue dans le corps, dans la tension, justement, comme le dit le titre, la tension du corps qui se sent prisonnier de quelque chose sans savoir le nommer. Et ce quelque chose, c'est finalement tout un ordre social qu'il va falloir faire exploser à un moment pour retrouver une espèce de sérénité dans son propre corps. Et je pense que Bellocchio, ayant fait ce film-là, il aurait dû saisir comment est-ce que finalement
le corps était le véhicule d'une énergie soit révolutionnaire, soit autodestructrice, en tout cas de quelque chose qui a tout à voir avec les réflexions que lui pouvait avoir par ailleurs sur la nécessité d'abattre le capitalisme, d'abattre l'ordre bourgeois et religieux, enfin, voilà, des choses beaucoup plus classiques qu'on entend par rapport aux années 60. Donc ouais, il aurait été la bonne personne pour le faire par rapport à ces films. Et c'est là que je dis que parfois, les auteurs ne comprennent pas eux-mêmes leurs propres films, ou en tout cas ne sont pas les mieux placés pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Cinéma politique, lecture esthétique, 5 thèses sur l'engagement des films, édité chez UGA Éditions. L'auteur Raphaël Jodon est venu pour nous en parler et bien sûr, je lui en remercie énormément. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, merci pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Eh ben, c'est partagé. N'oubliez pas, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien. Procurez-vous ce livre, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à le prendre dans des petites librairies indépendantes. Hein. On n'est jamais mieux servi que par ces commerces de proximité. Donc... Exactement, vous avez entièrement raison. Merci beaucoup en tout cas, Raphaël, et puis à très vite. Merci, au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.